Et donc tu sais là, mon pote Gabi, celui qui travaille dans les FX là, oui. je lui ai demandé de modéliser une espèce de Godzilla de 30 mètres de haut, tu vois, avec la tête de Jeff, comme ça il arrive, il écrase les bâtiments de Bordeaux, il crache des flammes, vous n'arriverez jamais à faire les réassorts. Et je pense que ton idée de nano-armure là, toi t'arrives comme ça, nano-armure. Parce que moi c'était vraiment ça. Ça c'était bien ça. Ouais. La chevalerie, tout ça. Je trouvais ça impactant si tu veux dans la scène. Ok. Quand j'arrive, boum, devant le Godzilla. Énorme. Voilà. Énorme. Et donc là il faudrait que Alice arrive, elle avec un talisman comme ça, il y a un effet spécial. Et tu sais, Bob, calmez-vous. Ils ont choisi plan séquence en fait. Donc. Plan séquence. Ouais. Mais attends, parce que nous on a plein d'idées là. Ouais. Bah, plan séquence. Plan séquence. Bon bah c'est plan séquence. Pourtant le Godzilla, même pas une petite explosion. YouTube. Et oui, vous avez été une grande majorité à voter le plan séquence. Alors comme l'ont dit dans les commentaires beaucoup de personnes, peut-être qu'on alternera des fois si on se retrouve en vacances, en sous-effectif, pour des petites sorties. Voilà, on verra, on n'est pas non plus super carré à tout marquer dans le marbre, hein. Mais du coup ce sera plan séquence comme à l'ancienne. Et donc on va commencer cette vidéo par une petite annonce qui est, vous vous souvenez, on vous a parlé des fois, souvent, depuis des mois, des 5000 abonnés. On les a dépassés maintenant, je crois qu'on est à 5200. Voilà. Merci hein, toujours d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Eh bien on va enfin faire la vidéo des 5000 abonnés. Alors on adore suivre la mode des youtubeurs qui, quand ils n'ont pas d'idée, font une FAQ, voilà. Non, en vrai, on a énormément de travail à la boutique, vous imaginez. Vous nous le dites souvent en commentaire ou quand vous venez. On doit filmer beaucoup de choses, la vidéo du vendredi, les focus, les tops et tenir la boutique. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en place notre méga projet de rêve, peut-être pour les 10 000 abonnés un jour, on ne vous promet rien. Mais du coup, cette FAQ, vous avez 2 semaines pour nous poser des questions en commentaire, donc dans cette vidéo. Posez-nous toutes les questions que vous voulez. On essaiera de répondre à toutes, si ça se retrouve comme des youtubeurs genre Squeezie à avoir 4 millions de questions, on va devoir trier, mais voilà. Et vous aurez donc 2 semaines, on vous le redira dans la prochaine vidéo dans 2 semaines que stop, c'est fini. Et la vidéo elle-même sortira courant octobre. Il y aura des mini-jeux et des trucs comme ça. Voilà. Des petites surprises. Voilà. Pas plus de spoil, questions, petits jeux, petites surprises. Suspense. Voilà. Et dernière annonce, et après promis, on commence la vidéo avec les sorties, c'est que en fin de vidéo, vous aurez un petit focus sur Iroba. Voilà. Alex l'introduit quelque part, je crois par là des fois. Bah voilà, d'ailleurs, je vais laisser la suite à Alex. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse. Et je vais effectivement commencer les présentations des nouveautés avec une nouveauté de chez Matago distribuée par Asmodée. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. C'est Perfect Shot. Perfect Shot, qu'est-ce que c'est? Ça va être un cousin éloigné du double. Un petit peu ce côté attrape-rêve pour ceux qui connaissent ce jeu pour enfants où là du coup bah, on va avoir en fait un jeu dans lequel on va essayer de prendre en photo des animaux, alors je te laisse montrer ici Antoine, il y en a 6 différents en fait, voire 7, même si je sais pas si on peut considérer comme un animal, je vous montrerai ça après. Donc là on a 6 animaux différents et en fait, ce qui va se passer dans Perfect Shot, donc c'est qu'on va prendre des photos, et ce qui est très bien fichu dans le matériel, vous voyez on a ce genre de carte avec des éléments de décor, donc on voit ici une banquise avec des pingouins, des morses, etc. Et on va avoir également des trous à l'intérieur, ce sont en fait des objectifs d'appareil photo. Et donc le but, ça va être de prendre en photo des animaux. Vous allez voir au début de la partie, en fait, on va avoir ce plan-là, donc cette petite boîte qui sert en fait d'emplacement pour les cartes. Et bien en fait, à mon tour de jeu, j'aurai une action à faire parmi 2. Ça va être soit de jouer cette carte-là, une parmi des 3, et de la placer ici de façon à prendre en photo des animaux. Je vous montrerai comment ça fonctionne exactement. Ou alors ce que je peux faire, c'est récupérer ici, vous avez une petite pile en fait d'albums photos, et je vais pouvoir les récupérer pour pouvoir justement ranger mes photos, parce que mes photos, bon, faut quand même, si je les prends, bah, il serait bien qu'elles soient quand même un minimum rangées. En gros, ça va être des objectifs pour marquer des points. Quand je
vais jouer, donc comme je vous l'ai dit, soit je joue une carte ici pour prendre en photo des animaux, soit du coup je prends une carte pour ranger mes photos dans un album. Ce qui se passe quand je prends une photo, en fait, je vais essayer d'anticiper, voir en fonction de où sont les trous, qu'est-ce que je prends en photo par rapport au plan qui est ici. Vous voyez ici, on peut photographier un éléphant, un tigre. Ça, je pense que c'est un faon, ou je sais pas ce que c'est exactement. Moi, j'appellerais ça un chamois, mais je pense que je suis complètement à côté de la plaque. Peut-être que c'est un chamois, je peux prendre des aigles également en photo, ou des pingouins, ou des morses. Et donc ce qui se passe ici, c'est que je me dis, ok, je pense que je peux prendre une photo, donc je vais poser ma carte par-dessus d'autres cartes, qui sont également de nouveaux éléments de décor pour les prochains joueurs. Là, forcément, j'ai rien pris comme photo, comme exemple, c'est magnifique. Mais en admettant du coup que j'ai pris en photo... En admettant que t'es bon. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passerait? Alors voilà, en admettant que, voilà. Là, par exemple, on le voit peut-être pas bien, mais ici, il y a juste le bout d'un aigle. Donc on voit juste son aile. Bon, allez, admettons. Ça marche. À partir du moment où j'ai une partie d'un ou plusieurs animaux dans les objectifs, je prends la tuile correspondante, donc ici l'aigle, et je l'ajoute à ma photo. Voilà, donc j'ajoute devant moi. Et plus tard dans la partie, si jamais j'ai un album photo, je pourrais le mettre dedans. Vous inquiétez pas, les albums, c'est pas figé dans le temps, on peut les remanier comme on veut. Au fur et à mesure, on va en piocher de plus en plus, et donc du coup, on va cumuler des choses. Hop, comme ceci. Une fois du coup j'ai pris les photos, je mets ce genre de pions dans les albums pour marquer des points. Ce qui peut être très cool lors de votre tour, c'est de tenter ce qu'on appelle un perfect shot. Le perfect shot, c'est quoi? C'est que si je pense pouvoir prendre en photo un animal, mais entièrement, c'est-à-dire vraiment sans vraiment comme ceci par exemple, là je triche un peu, mais voilà. Si je prends ce pingouin-là en photo et que j'ai annoncé avant perfect shot, je gagne un jeton perfect shot donc de 2 points. Si par contre j'annonce perfect shot et que je ne le fais pas, parce que j'ai mal anticipé, et bien du coup je gagnerai 0. Attention, on est limité à 2 perfect shots dans la partie. Petite subtilité aussi, certaines cartes, je te le montre ici Antoine, ont des Yeti. Et oui, le Yeti fait partie aussi de ces animaux qu'on va essayer de prendre en photo. Sauf que le Yeti, il n'est jamais très facile à prendre en photo, ce qui fait que quand je prends en photo un Yeti, je vais les piocher ici, ces petites tuiles face cachée. Donc ils sont juste là. Et je vais en révéler une, et vous voyez que le Yeti, il est toujours en moitié, soit une partie de droite, soit une partie de gauche. Quand je vais prendre en photo des Yeti, je prends toujours une tuile aléatoirement, et pour avoir un Yeti complet, il faut que j'ai à la fois la partie gauche et à la fois la partie droite. Sur certains objectifs, on va vous demander d'avoir des animaux différents, ou alors d'avoir des habitats identiques. Par exemple ici, 3 habitats de banquise, donc 3 animaux dans l'habitat de la banquise, vont permettre de marquer plus de points. Et à chaque fois, l'idée sera ça, dans Perfect Shot, ce sera d'allier en fait l'optimisation sur la prise de photos des animaux, du décor, des Yeti éventuellement, et de l'assembler avec un album photo qui vous marquera le plus de points. Voilà, la partie prendra fin du coup quand la pioche sera vide, puisque du coup vous aurez à chaque fois des cartes en main. Et donc quand vous aurez en fait atteint le paquet de cartes, ce sera la fin de la partie. Et celui qui aura le plus de points l'emporte évidemment. Ok, super. Voilà, ça c'était Perfect Shot. Et on va enchaîner aussi avec une nouveauté maintenant de chez Pixie. Le TTMC, mais 2. Parce que c'est pas tu te mets combien, mais tu te remets combien. Ainsi du coup avec le TTMC 2 qui fait office en fait de boîte de base, et du coup maintenant pour ceux qui ont déjà le TTMC premier du nom, vous allez pouvoir ajouter à cela 4000 nouvelles questions, plus une petite boîte de voyage intégrée. Parce que quand vous avez envie de partir en voyage et que vous n'avez pas la place d'amener le TTMC, c'est comme une grosse boîte, à l'intérieur de cette boîte-là, vous avez une toute petite boîte dans laquelle vous allez pouvoir prendre des cartes de n'importe quel paquet, vous allez le mettre dedans. Vous avez un petit marqueur pour justement, comme il n'y a pas de pion, du coup ça va vous permettre de marquer votre niveau d'avancée en fait sur le plateau. Et du coup vous partez en voyage avec votre nouvelle petite boîte. Tu voulais ajouter quelque chose Alice peut-être? Oui, regarde, c'est le même prix que l'autre. C'est fou, hein? Ça fait plaisir. Hein, ils sont trop forts, ils ont fait le même prix alors que dedans il y a beaucoup plus de matos, il y a une boîte effaçable, etc. Ok, c'est toujours les mêmes thèmes, c'est cool. Il y avait ça aussi dans la première boîte? Tous ensemble, c'est quoi cette nouvelle carte? Non, c'est des nouvelles cartes effets. Avant, il y avait des petites cartes supplémentaires en plus des 4 grands thèmes, et bien ils ont changé ces cartes-là, donc ça va quand même se renouveler. C'est pas juste 4000 nouvelles questions, et ça c'est trop cool. C'est très cool ça, dis donc. Hop, donc TTMC2 est dispo à la boutique. Meilleur jeu de quiz, de loin. On a autre chose à voir peut-être? J'enchaîne. Vas-y. Bad Company, un jeu de Christian A. Obstwie, Kenneth Minder et Elif Svensson, j'espère que j'ai bien prononcé tous ces noms. C'est un jeu pour 1 à 6 personnes pour des parties d'environ 1 demi-heure à partir de 8 ans. Et, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit Seal of Excellence du Dice Tower. Hop là, comment est-ce que ça se joue Bad Company? Eh bien, c'est un jeu, vous en doutez peut-être avec le titre, dans lequel on va jouer des bad guys, alors pas que des guys, mais on va jouer des gens qui sont là pour commettre des crimes, notamment des braquages. Chaque joueur va avoir devant soi ses personnages. Ces personnages donc sont numérotés de 2 à 12 et
il y a à chaque tour une personne qui va jeter 2 dés. Ces 2 dés, lorsqu'on va les additionner, vont activer les personnages sur votre plateau. Donc voilà, 2 à 12, forcément, vous en doutez, ça correspond aux valeurs qu'on peut obtenir en additionnant les 2 dés. Ces personnages, lorsque vous allez les activer, ils vont faire divers effets, notamment des espèces de petites coches. Alors ça aurait pu être un roll and write, ça n'en est pas un, mais c'est des petits jetons de coches qu'on va les mettre sur des sortes d'objectifs pour les réaliser. Ces objectifs, ça va être en général justement les fameux braquages. Si vous êtes en majorité sur le braquage, eh bien vous allez récolter la mise comme ceci, et il y a des collections à faire, donc de lingots, de diamants, etc. Si vous êtes en majorité, c'est super, vous allez pouvoir récupérer le petit matériel bling bling qui va bien. Donc par exemple ici, on voit que ce personnage il a le magnifique collier bling bling d'or, ça signifie qu'en fait vous êtes en majorité sur l'or, attention, vous pouvez vous le faire voler. Ça va améliorer ce personnage, ça va vous faire gagner des points de victoire tout simplement. Mais pas que, on va pouvoir faire plein d'autres choses sur le plateau, sur les plateaux, puisque il y a 2 plateaux, il y a un plateau ici où vous allez pouvoir dépenser des pièces d'or, parce que c'est l'une des choses qu'on peut obtenir dans le jeu, c'est de l'or, ou de la monnaie en tout cas, pour faire progresser votre personnage. C'est votre recruteur en gros, plus il progresse, plus vous allez pouvoir améliorer vos personnages. Donc quand ils se déclencheront, vos personnages améliorés, ils seront plus efficaces, ils vont générer éventuellement plus de coches ou plus de ressources, plus de bonus en somme. Évidemment, plus on veut avancer loin là-dedans et plus ça va coûter cher. Et on a donc ce deuxième plateau ici. C'est un peu une course-poursuite, parce qu'en fait on a chacun notre petite voiture de notre couleur, et il y a la voiture de la police qui commence derrière nous. On va faire un tour complet de plateau, et lorsqu'on arrivera au bout, en gros ça va être la fin de partie, en tout cas quand la police va arriver au bout, si je dis pas de bêtises. Sur ce plateau, on va essayer de progresser plus vite que la police, parce que si vous vous retrouvez derrière la police, ça veut dire qu'en gros elle vous a rattrapé, donc ça sent pas bon pour vous. Et surtout, en avançant, vous allez récupérer des bonus, une fois de plus. Donc comme vous le voyez, il y a ce déclenchement au hasard des dés. Alors on va pouvoir un peu jouer avec des dés, notamment avec les fameuses pièces, on pourra les relancer, il y a moyen de s'en sortir et de ne pas subir le hasard bêtement. Et donc ça va activer vos personnages et vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, un jeu avec une thématique plutôt fun. On est a priori sur du jeu familial, 8 ans et plus, je pense que je peux dire ça sans me tromper. Et donc ils le disent au dos de la boîte, il y a plus de 110 personnages différents avec tous des têtes différentes. Voilà, pour moi il y en a un qui me fait bien rire, c'est celui-ci, je le trouve absolument fantastique. C'est magnifique qu'il est mis au milieu de la couverture. Voilà donc pour Bad Company. Et je passe la main à Alice. Coucou, c'est Romain. C'est un joli cadeau de notre commercial Funforge. Merci Maude. Elle nous a envoyé du coup tout ça. Donc Matsuri, c'est une des 2 extensions de Tokaido. Voilà, ce jeu très contemplatif et magnifique de collecte de souvenirs, voilà, sur le chemin japonais qui reliait, je crois, Kyoto à Tokyo, qu'on appelait Tokaido. Ça, c'est une des 2 extensions qui était en rupture depuis super méga longtemps. Voilà, elle est de retour. Du coup, dedans, c'est principalement des personnages. Voilà, normalement, c'est 16 nouveaux personnages. Ici, vous avez, ça c'était dans un Kickstarter, voilà, maintenant ça va être à la vente. Vous avez les personnages de Matsuri, en figurine, voilà, hop là, un petit visu. Alors figurine à peindre si vous êtes des amateurs et des gens à peu près doués de leurs mains. Voilà, je pense que ce sera magnifique une fois peint. Et le méga truc de ouf qui était aussi un Kickstarter, c'est le Tokaido Deluxe Edition. Alors, c'est très minimaliste la couverture. Mais alors derrière, voilà, ça vous montre un peu tout le matos. Trop beau. Voilà, tout le matos qu'il y a dedans. Vous avez un plateau de 1 mètre de long quand même. 1 mètre. Bon, déjà, faut la table. Et dedans, vous allez retrouver pas Matsuri, mais Crossroad, l'autre extension, avec tous les personnages en figurine. Vous allez retrouver plein de choses en plus, par exemple Crossroad, c'est là où il y a en plus des cerisiers en paysage à récolter, mais en plus vous aurez un sac en tissu, vous aurez des graphismes qu'il n'y a pas dans les autres éditions, vous avez même un CD avec de la musique traditionnelle dessus, genre pour avoir une musique d'ambiance quand vous jouez, ça c'est oufissime quand même, des pièces en métal, un dé en bois, normalement c'est aussi pour l'extension, enfin voilà, des trucs de malade, c'est la version de luxe, voilà, c'est le luxe. Donc voilà, magnifique Tokaido, merci encore Maude. Et voilà, j'enchaîne de manière très dynamique, sans montage d'explosion et de Godzilla dinosaure. Voici la nouvelle gamme de puzzles Dixit, trop bien. Donc on va avoir 2 types de puzzles, on va avoir les 500 pièces et les 1000 pièces, donc on n'avait pas la place d'afficher les deux, donc on a affiché les plus petits. Mais on va avoir 2 dessinatrices qui ont fait qui ont travaillé avec Dixit. Donc on a Marie Cardois
Et on a aussi l'illustratrice d'une de mes extensions favorites qui est Marina Coudray. Donc en fait ça va être tout simplement des cartes qu'on voit déjà dans les Dixit, mais du coup en grand format. Donc voilà, vous avez celui-ci, vous avez les deux dessinatrices dans les deux formats. Là on a Marie Cardois, mais on a aussi Marina Coudray. Voilà, hop, je vais tous vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux. Je sais pas si tu les vois Alex. Oui. Ça va? Hop. Voilà, ça c'était les 500. Hop, et je vais prendre le temps de le poser par terre parce que sinon ça va être trop long. Hop, ça c'est un format Marie Cardois mais où il y a plein de ces cartes qu'elle a dessinées pour Dixit. Je crois que Marie Cardois c'est celle qui a fait les boîtes de base, il me semble. Boîte de base et première extension, je crois. C'est ça. Hop, donc celui que je vous ai montré parce qu'il est magnifique. Voilà. Un autre de Marina Coudray. Hop. Marie Cardois, Marina Coudray, je vais tous les prendre. Oh, ça c'est ma favorite. C'est la couverture de l'extension qu'elle fait. C'est l'extension Révélation, normalement c'est la blanche. C'est genre ma favorite de la vie. Et encore Marina Coudray. Voilà, je crois que j'ai montré tout. Ah non, il y en a une planquée parce qu'on n'a tellement pas la place qu'on les a planquées ailleurs. Voilà, encore Marina Coudray. Elle est bizarre, la dame, elle me fait un peu bizarre. Enfin, ouais, bon, bref. Voilà, je te laisse la main de l'autre côté. Hey, on arrive dans les jeux enfants et là on a une super nouveauté qui va être Dodo. Ce fameux jeu, donc Dodo, c'est un jeu de Frank Bebenroth et Marco Tenbner. L'écriture un peu bizarre, je sais pas si c'est un U ou un N. C'est illustré par Paul Maffaillon et Cyril Bouquet. C'est un jeu à partir de 6 ans de la gamme Loki, et là Loki ils ont mis le paquet sur le matos parce que c'est vraiment un super beau jeu et c'est un jeu qui va apporter un peu de stress et de... Alors c'est un jeu coopératif, donc calmez-vous, c'est un jeu pour enfants donc souvent il faut coopérer, et là on coopère pour sauver un œuf de Dodo. C'est hyper cool, oui c'est hyper cool, vous allez voir l'œuf il va pas vraiment rouler, le but ici ça va être de le sauver. Pour le sauver en fait il faut qu'il roule tout autour de la montagne et vous allez dire comment il fait pour rouler parce que là il n'y a rien. En fait on va construire des petites choses durant la partie et surtout il faut l'amener dans le bateau. Ce qui se passe en fait durant la partie c'est qu'on va essayer comme un memory de retrouver différents éléments qui nous permettront de construire ces petites planches en fait en bois. Donc certaines vont demander une ressource, d'autres une encore, parce que là c'est la variante avec les crânes, mais donc si vous voulez plus de complexité vous ajoutez les crânes, il faudra 2 objets, mais souvent il en faut 1, 2 voire 3 et à la fin il en faut 4 pour construire le bateau. Donc ce qui se passe sur le top départ, je libère l'œuf. Et là l'œuf, vous allez voir, il va tomber. Ici, je le vois. Il bouge un peu bizarrement, on a l'impression qu'il est maudit. Il va commencer à rouler. Moi ce que je vais faire à mon tour, je vais essayer de récupérer l'œuf avant qu'il tombe. À mon tour, je vais essayer donc là, en fait de... perdu, on est d'accord. Non, mais parce qu'en fait je dois jouer en même temps. Laissez-moi tranquille. J'adore quand tu fais des démos Alex, c'est toujours incroyable. Je vais lancer le dé du coup à mon tour, avant que l'œuf ne tombe évidemment. D'accord, donc là l'œuf il est en train de rouler, il va bientôt tomber là actuellement, c'est ça? Exactement, vous le voyez, il est là, il roule, c'est magnifique. Bien sûr. Ici j'ai lancé le dé m'indique que je dois trouver des clous, et tant que du coup j'ai pas trouvé les clous, bah du coup je vais pas pouvoir mettre l'objet demandé ici. Donc ce qui se passe ici c'est que je cherche, bon je suis très fort parce que voilà, c'était pas préparé, hein. J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai? Non pas du tout, je savais pas qu'ils étaient là, je me suis dit je vais galérer, il va être à la fin. Non c'est bon, donc là j'ai trouvé les clous, c'est très bien. Si j'avais pas trouvé les clous, et bah du coup je devais mémoriser cette petite feuille là parce que peut-être que plus tard ça me servira. Et je continue à chercher jusqu'à ce que je trouve les clous. Mais non, ils sont où les clous? Oh là là, je ne trouve pas les clous. Oh là là, ils sont où? Bon, maintenant j'ai trouvé les clous. Du coup je le mets dessus, c'est bon, il est construit. Ce petit jeton là, je vais le défausser, je vais le mettre dans une petite fente qui se trouve ici. Et il va tomber dans le cœur de la montagne. Il ne sera plus utilisé, il est défaussé pour l'instant. Ce qui fait que maintenant, comme j'ai construit la petite plaquette, donc je vais remettre par exemple l'œuf ici, en admettant. Voilà. Et là je dis vite, construis-le. Ah, ouais, c'est bon. Et maintenant il faut passer au deuxième. Le deuxième c'est celui-là, je vous rappelle. Donc là, hop, un autre joueur prend le dé. Hop. Ah, il faut de la corde. Trouve la corde. C'est incroyable cet œuf qui avance lentement mais impitoyablement. Mais pourquoi tu trouves pas la corde? Ah, j'ai trouvé un petit bonhomme. Alors lui c'est cool, c'est un joker. Donc on peut l'utiliser maintenant. Boum. En admettant que c'est la variante expert, là il faut que j'en trouve un deuxième. Donc là je passe le dé à l'autre joueur. Il va arriver là. Ah les clous, mais tu te souviens les clous, je les avais trouvés. Ah oui, ils sont là. Hop. Ah non, ils sont pas là. Ah, ils sont là, oui, hop. Et du coup ça je les prends, tac, je les mets dedans. Hop, vite, l'œuf il va tomber. Hop, tchic, je mets le truc ici, hop. Et c'est bon, et après on continue, etc. Ok.
L'idée, c'est que forcément, l'œuf, il va au bout d'un moment rouler, il va faire tout le tour, et en fait, il va tomber ici. Et il faut que le bateau soit mis là pour que l'œuf en fait tombe ici. Et une fois qu'il est tombé là, bah, du coup, on a gagné. Sauf si on a fait tomber l'œuf avant. Sauf si on n'arrive pas à construire le bateau avant, alors forcément dans la variante expert ça vous coûte 6 ressources, donc ça va être assez compliqué de les trouver. Par contre le jeu classique ça vous coûte 4 ressources pour pouvoir construire le bateau. Ok, il est incroyable cet œuf. Il est très bizarre. Quand on l'avait rencontré, quand on l'avait vu pour la première fois à Cannes, vous en aviez parlé. Et coucou Alice. Et des fois il fait des grands sprints, il te met la pression, puis il se restabilise. Ouais. Des fois il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il est coincé, il avance plus ici, il avance, vous inquiétez pas, il avance, et puis il avance suffisamment pour pouvoir vous faire perdre si vous faites n'importe quoi. Donc le matériel est pas juste gadget, le matériel pour le coup là est irremplaçable. Le matériel est trop très très cool. Viens voir, c'est là où c'est trop bien. Hop. Ça c'est le moment préféré d'Alice, alors attention parce que ça peut prendre plusieurs minutes cette affaire. Voilà, le petit œuf qui roule, et là, attention. Allez, trop de suspense, trop suspens. C'est le moment d'enchaîner. Tiens. Je voulais juste avant d'enchaîner, mais remercier du coup Sonia de nous avoir envoyé du coup le dodo en démo. Ce genre de jeu nous permet de pouvoir le montrer facilement comme ça, c'est top. Merci Sonia. J'enchaîne du coup avec le train fantôme. Alors c'est une version Les Aventuriers du Rail Junior, rethématisée dans un aspect un peu Halloween train fantôme. Il y a essentiellement la carte qui va changer, c'est pas juste le thème en fait, la carte va aussi changer. Il va y avoir ce qu'ils appellent des parades, en fait ce sont les trains. Donc, vous avez maintenant cette nouvelle carte, je vous la montre ici. Et vous aurez la possibilité en fait de relier différents points, alors je ne sais plus exactement c'est lesquels, il me semble que c'est la diagonale. Quand vous allez relier maintenant la plus grande en fait ligne, vous allez pouvoir gagner des cartes de parade en plus, ce qui vous permet en fait les parades ce sont des trains, et ça vous permettra de jouer beaucoup plus vite que les autres joueurs. Voilà, il y a des petites variantes comme ça qui vont être apportées dans le jeu. La rethématisation fait plaisir, mais l'avantage c'est qu'on a une nouvelle carte. C'est ce qui en général fait le taf dans les Aventuriers du Rail, parce que on voit déjà sur le jeu de base, toutes les extensions apportent un nouveau plateau, essentiellement, avec des nouvelles règles. Et donc du coup, ils ont fait la même chose pour les plus jeunes avec les Aventuriers du Rail. Train fantôme pour Halloween, c'est bien tombé ça d'ailleurs, c'est très très cool. Hop, ça je le mets ici, on part de vers moi comme on dit. Et on va également avoir des nouveautés chez Smart. On a le parcours en forêt, petit jeu de mots très sympa. Et on a également reçu la Cité d'Or. Alors la Cité d'Or, c'est à partir... Oui, les Cités d'Or. La Cité d'Or, en fait, pour celui-ci, c'est assez spécial parce que les pièces... Alors là, ils l'ont pas très bien montré, mais en fait, les pièces ici, elles ont une encoche à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez légèrement les décaler, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que vous aurez un plan qui vous sera proposé ici. Et on vous dira, bah voilà, là, il faut que ce soit placé comme les couleurs vous sont indiquées. Donc moi, j'ai commencé par les starters pour essayer de comprendre un peu la mécanique. Et dans le starter, tout est coloré. Et on vous dit, bah voilà, là, il y a 2 montagnes, là, il y a 2 rivières, là, il y a 2 forêts, là, il y a 3 prairies. Et donc, c'est à vous, en fait, de déplacer et de décaler les pièces, donc elles peuvent se mouvoir légèrement, pour pouvoir ensuite les placer judicieusement, de façon à ce que le Templinka soit découvert par le bateau. L'idée, c'est qu'en fait, votre Templinka, il est à côté d'une montagne et à côté d'une forêt. Et il est lui-même sur une prairie. Ce qui fait que quand vous avez toutes les couleurs mélangées sans savoir si le Templinka il est là et le bateau ici, ça devient très compliqué parce que c'est à vous d'arranger les pièces de façon à ce qu'elles se positionnent judicieusement pour que le plan final corresponde tout simplement. Okay, donc c'est très efficace. En fait, la mécanique ressemble vachement à d'autres smart games qu'on a vu où il suffit juste de reproduire le plan, mais il est mélangé à, pour ceux qui connaissent le jeu de Smart avec les chenilles, où les chenilles on peut un peu les tordre dans tous les sens, et ben c'est un peu ce même principe là, mais du coup avec un bateau et puis le temple maya. Voilà, donc ça c'est pour les cités d'or, la cité d'or. Et le parcours, c'est très original aussi, là on va faire pivoter des arbres dans la forêt, pour essayer d'envoyer les bons animaux vers leur maman, en gros. Vous avez des petits animaux qui sont placés à différents endroits en fonction du plan que vous choisissez. Donc ici, tu vois bien le matos déjà. Franchement, là, très qualitatif le matos parce que super, les petits arbres, matériel. on les reconnaît très vite quand on doit placer. Et puis après, quand on pivote, c'est très jouissif. Ici, vous avez un plan. Donc là, par exemple, vous avez le petit bivouac avec le castor et puis le bois. Ici, vous avez du coup la maman cerf. Ici, vous avez la maman ours. Et là, vous avez la maman lapin. Et en fait, l'idée, c'est que là, on vous place le petit ours ici et le petit lapin. Et donc, le but, c'est que le lapin se retrouve devant sa maman et l'ours aussi. Et donc, c'est à vous de faire pivoter les arbres de façon à ce qu'à la fin, ça se retrouve chaque animal devant. Les ours, c'est un peu comme des sortes de petits engrenages, en fait.
Oui, faire tourner. Oh, les sapins, oui, c'est ça. Oui, Ouais. j'ai dit quoi? Les ours. Oui, les sapins. Les ours, non, tu les tournes pas. Mais oui, les sapins, en fait, c'est comme des engrenages, effectivement, que tu fais pivoter. Et du coup, tu essayes d'incorporer un ou plusieurs animaux de façon à ce que ils arrivent en face de leur race respective, en fait. C'est très, très malin. Et Bonne c'est surprise. velu quand même, hein, parce qu'on a commencé sur du starter, on s'est dit, mais c'est à partir de 14 ans, ça. Ah non, c'est 7 ans et plus. Bon, ok, très bien. Nous sommes très mauvais. Mais c'est très, très cool, franchement. Ces défis-là, ils sont toujours très originaux, les Smart Games. Ah, j'ai un ours qui est tombé. Hop. Alice, t'as un truc à nous montrer, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, c'est sur les ours et les souris. Ernest et Célestine. Voilà. Il y a peut-être un générique parce que c'est un film aussi. Je une ne le BD, connais pas, en tout mais cas. je connais pas. Autant je pouvais vous chanter les Cités d'Or, mais pas Ernest et Célestine. Mais voici le nouveau Space Co à partir de 5 ans, à partir de 2 joueurs et jusqu'à 6 pour 15 minutes de jeu environ, comme toujours pour des jeux pour les 6 jeunes. Hein. Il faut pas que ce soit trop long, sinon ils partent en déconcentration. Donc du coup, c'est par Rémi Loyer, je sais pas trop comment il veut qu'on dise, et c'est coopératif. Alors, en fait, c'est un jeu basé sur les jeux de notre cours de récré. Les vôtres, je sais pas, mais en tout cas la mienne, oui. C'est quand on se dessinait dans le dos les uns des autres pour faire deviner. En fait, voilà, je te dessine un truc dans le dos et tu dois deviner ce que c'était. Et ben, c'est exactement ça. Donc, en gros, on va avoir des petits jetons avec des formes et chacun notre tour, en fait, on va en piocher un secrètement et on va être le dessinateur et son coéquipier. Donc, souvent, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, votre coéquipier de gauche, et il va tourner le dos et vous allez, un peu comme l'image, vous allez lui dessiner dans le dos. Alors, ne prenez pas un pinceau comme sur l'image parce que je pense que ça se finira mal, mais votre doigt marche très bien et vous dessinez, et une fois que vous avez dessiné, l'autre va devoir retrouver quel était le symbole à faire deviner. Voilà. Si c'est bon, vous avancez un de vos 2 jetons. Donc vous voyez, ici il y a Ernest et là il y a Célestine, ils partent tous les deux de l'opposé de la ville et ils doivent les deux se retrouver chez eux à la maison. Donc en gros ça va être un choix de qui vous avancez, parce que vous gagnez, ok, mais vous en avancez qu'un seul des 2. Donc lequel? Voilà, est-ce que vous équilibrez les 2 avancent en même temps? Est-ce que vous en faites un qui trace jusqu'à la maison? En tout cas, si vous vous trompez et que vous ne devinez pas correctement ce qu'on vous a dessiné dans le dos, par contre, c'est les policiers. Vous voyez, il y en a 4, oui, c'est ça, il y en a 5, parce que en fait, à chaque fois que vous vous trompez, vous mettez une petite tuile. Ça commence ici, une autre ça commence ici, et puis au fur et à mesure, il s'approche de la maison de Ernest et Célestine, et le dernier, s'il se met là, c'est perdu. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que Ernest et Célestine ont des problèmes avec la justice? Je ne connais pas du tout l'histoire, en vrai. Moi non plus. Mais voilà, la police est pas gentille. Elle vient dans la maison de Ernest et Célestine, donc il ne faut pas. Et voilà. Donc je crois que c'est une histoire d'amour entre ours et souris qui serait interdit ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Elle, c'est une orpheline et lui, c'est un peu un asocial et ils se retrouvent et ils sont contents. Voilà. Bon, allez, on enchaîne sur Bubble Stories 2. Alors, il n'y a pas écrit 2, ça s'appelle Vacances, parce que normalement, ça devait sortir pour l'été. Bon, comme on sait, la situation, tout ça, méga en retard. Bon, il est là, il a le petit as d'or imprimé sur lui, voilà, donc effectivement c'est l'as d'or de cette année, alors pas exactement cette édition, mais celle de base. Et Bubble Story, donc ici le thème sera qu'est-ce que vous pouvez faire pendant les vacances, donc ça se joue de 1 à 2, c'est à partir de 4 ans, c'est fait exprès, je le rappelle ou je l'apprends pour les gens qui ne connaissent pas encore. Bubble Story, même les règles sont sans mots, c'est que des illustrations pour que les petits puissent comprendre tout seuls. Et c'est un jeu sans mots aussi. En gros, vraiment, c'est en solo et en indépendant. Ils comprennent tout par sigle. Et la fille de Thomas, qui était un de nos collègues, l'a éprouvé. Et apparemment, à 4 ans, elle comprenait tout toute seule au poil. Voilà. Bien fait. Et en gros, on va juste passer de bulle en bulle. Voilà, là, celui d'introduction, c'était retrouver le cartable et l'ours. Et donc là, vous voyez, soit vous allez voir le lit, soit vous allez voir la porte. Allez, moi, je vais voir le lit. Hop, cool, j'ai retrouvé mon ours. Et après, on va explorer les bulles au fur et à mesure. Et là, du coup, dans Vacances, c'est exactement le même principe, mais vous aurez 3 nouvelles aventures, en plus de toujours une initiation, un scénario d'initiation, comme celui-ci. Vous allez avoir le thème le parc animalier, où va falloir aller nourrir les petits animaux. Vous allez avoir le thème musée, où vous allez partir à la chasse aux os de dinosaures. Trop bien. C'est stylé. Et vous allez aussi avoir, à la plage, vous allez faire de la plongée sous-marine. Super. Voilà, donc des activités de vacances. Pour ceux qui ne sont plus en vacances, c'est très bien pour faire genre que vous y êtes par procuration.
Voilà, maintenant ça va être à toi d'expliquer quelque chose Mais oui, il y a par le caméra petit interposée. Micronimo qui est ici, un petit jeu du Labo Ludique avec des insectes dedans. C'est un jeu de collection de cartes en fait. Hein. Vraiment, on est sur un jeu simple à prendre en main, mais tant mieux parce que c'est pour les 6 ans et plus, donc de 2 à 4 personnes, et on est à nouveau bien sûr sur des temps de partie assez courts, maximum un quart d'heure. Comment ça fonctionne? On va avoir des cartes d'insectes, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 5 insectes différents, papillons, fourmis, libellules, abeilles, scarabée, 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est ça, je crois que c'est à peu près ça. On va faire des paires sur la carte, sur la table, on va faire des paires de cartes sur la table, je vais y arriver. Chacun notre tour, on va choisir une paire de cartes et on va prendre les 2 cartes. Je suis obligé de prendre les 2 cartes, je vais les prendre dans ma main. Et ce que je peux faire aussi à mon tour, eh bien c'est lorsque j'ai 2 fois le même insecte, donc admettons en récupérant ces 2 paires différentes, j'ai réussi à avoir 2 fourmis, je vais pouvoir poser une paire de fourmis devant moi. Une paire de fourmis, ça va compter, ça va faire avancer un compteur de collection, et en fait, plus j'aurai de paires de fourmis, et pareil pour les autres insectes, plus ça me fera marquer de points. Donc jusqu'ici, très basique. Mais il y a des petites choses qui sont sympas. On va pouvoir rajouter des objectifs. Donc au début, quand on maîtrise pas trop le jeu, on va rajouter un objectif qui nous dit, par exemple, c'est les libellules, elles font gagner un peu plus de points. Un autre objectif qui vous dit, maintenant, quand vous faites vos collections devant vous, vous les faites à l'aveugle. Alors ça va être embêtant parce qu'il faut se rappeler un petit peu quelle collection on a commencé. Et en plus de ça, eh bien, il n'y a pas que les insectes qu'il va falloir compter, parce qu'en fait, certaines cartes d'insectes vont avoir sur leur dessin, c'est dommage, on ne voit pas le dos de la boîte, mais des petits symboles, des puisettes, je sais plus ce qu'il y a exactement comme petits symboles, et on fera aussi des collections de symboles. Et donc, par exemple, quand je joue face cachée, il faudra que je me rappelle ce que j'ai dans mes collections. Et évidemment, le niveau maximum, c'est quand on met les objectifs et qu'on joue forcément face cachée, on va cumuler les objectifs, il faudra se rappeler de ce que l'on a devant soi. Voilà donc pour le petit Micronimo, et je vous retrouve tout de suite derrière le comptoir. Alors, je t'ai dessiné quoi? Je préfère pas le dire. Et coucou à tous, nous voici derrière le comptoir. Alors qu'est-ce qu'on a derrière le comptoir cette semaine? Qu'avons-nous? On a du Pokémon. Donc Pokémon est arrivé. Je vous montre les tripacks, mais on les a en booster à l'unité bien sûr. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Origine perdue. Oui. Les noms sont toujours très cool chez Pokémon. Avec ici on a un Regigigas. Et un Dimoré. Voilà, et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est un peu vieux, hein, n'est-ce pas Alex? Puisqu'on ne les connaît pas du tout. Et on va également avoir du Yu-Gi-Oh! Les maîtres tactiques. Et là, je te cache pas qu'ils m'ont un peu surpris. Oui. Parce que ce nom est d'une sobriété incroyable. C'est vrai. On n'a pas du tout été habitué à ça. Donc, rendez-nous nos chaos infernales du vortex cybernétique. Parce que ça nous manque un petit peu. Bref. Donc, en booster, à la boutique. Voilà, c'est arrivé. Je ne vous en parlerai pas plus. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans cette édition. Puisque je le dis à chaque fois. Je suis nul en Yu-Gi-Oh! On a des retours en stock, restez parce qu'ils sont sympas ces petits retours en stock. On a une histoire extraordinaire. Alors en fait, ça fait une petite semaine qu'on l'avait commandé, mais j'avais oublié de vous en parler. Par Damien Marquis, illustré par Tipim. Je crois qu'en fait c'est lui-même, mais c'est ses 2 alias. Il est passé nous faire un petit coucou à la boutique durant cet été. Ça nous a fait très plaisir. On a eu énormément d'éditeurs, d'auteurs qui sont passés nous faire un petit coucou. Continuez à faire des petits coucous à la boutique, ça fait plaisir. Il m'a représenté ce jeu. Je me suis dit, mais c'est sûr, ça quand c'est dispo, j'en reprends. Hop là, c'est là. C'est un jeu où on va raconter une histoire et c'est un peu une histoire valise. Je sais pas si vous voyez le jeu. Dans ma valise, il y a une brosse à dents. Oui. Personne après va dire, dans ma valise, il y a une brosse à dents et un chat. Dans ma valise, il y a etc. Il faut se rappeler ce que disent les autres. Là, c'est la même chose, à part qu'ensemble, en coopération, donc on va s'entraider, on va faire une histoire. Cette histoire va être drivée par des cartes. Donc ça va commencer avec, c'est l'histoire de... Et après, je sais que je vais pas enchaîner sur une carte bleue, donc je vais dire, mais moi, c'est l'histoire d'une poule. Donc je joue une poule de ma main. Évidemment, les cartes vont être face cachée, hein, pour qu'on vérifie par la suite, et surtout l'effort c'est de s'en rappeler. Et donc la personne d'après va dire ok, c'est l'histoire d'une poule, clac, costumée, et ainsi de suite. Si jamais à mon tour je ne me rappelle pas du tout le début de l'histoire, parce que je dois récapituler l'histoire avant de mettre ma carte, les autres personnes peuvent m'aider. Donc c'est l'histoire d'une poule costumée. Je suis nul en mime. Oui. Non, oui. Ok, hop là. Et c'est le retour de Magic Maze aussi. Mais ça c'est très bien parce que c'est quand même un grand classique. Oui. Magic Maze, sa sortie, waouh, il a sacrément fait parler de lui. C'est un super jeu coop où c'est de la communication limitée, puisqu'on va essayer de se comprendre dans le silence, hormis l'espèce de petit truc rouge qui fait pop 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 sur la table, que vous allez beaucoup entendre, puisqu'il vous sert à signaler des choses aux autres joueurs, et qu'on a tout le temps envie de signaler des choses aux autres joueurs. Hop. Est-ce qu'on a tout montré, Alex? Je crois que oui. Je crois que oui. Ok, c'est parfait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, à part que
On revient un petit peu sur la FAQ, donc on vous l'a dit, la vidéo de 5000 abonnés, la FAQ. On va prendre toutes vos questions, on va toutes les lire, toutes vos questions là, pendant 2 semaines dans les commentaires. Donc mettez un maximum de commentaires, d'abonnements et de petits pouces évidemment. Et on va tout lire. On fera peut-être une petite sélection, mais je pense que dans l'ensemble, le but c'est d'en prendre un maximum, si ce n'est tout. Et puis bah, je pense qu'on va mettre ça dans un petit chapeau et puis on les tirera comme ça. Ça va pas être juste une bête FAQ. On a prévu des petites surprises, on va faire des petits mini-jeux, etc. Alors je ne dis rien, parce qu'en fait le but c'est que les autres ne sachent pas. Donc moi par exemple j'ai prévu quelque chose, Alex et Alice ne savent pas, ils vont le découvrir et vice versa. Donc ça va être fun parce qu'on va découvrir un peu sur le tas nos mini-jeux ou activités ou autres qu'on a prévus les uns pour les autres. Donc voilà pour la FAQ. On arrive donc à la fin de cette vidéo, mais elle n'est pas tout à fait finie puisqu'on va se retrouver pour un focus sur Iroba. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Iroba ou Iroba, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Iroba. Et, non, alors peut-être pas avec cet accent là, mais plus vers l'est à mon avis, ou vers l'ouest, ça marchait les deux. Puisqu'on est dans une ambiance japonaise, nippone, zen, qui marchera super bien avec ce jeu abstrait, qui fait un petit peu penser au Sudoku d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Ledroit, non pas du tout, Alexandre Droit. Le Droit c'est un mec qui fait des dessins, c'est autre chose. Et Bertrand Roux, et donc c'est un jeu pour 2 à 4 personnes pour des parties de 20-25 minutes. Hop là, on va voir donc ce magnifique matériel. Un plateau de jeu va être composé de 9 tuiles comme ceci qui sont double face, mais selon le nombre de joueurs, elles ne vont pas toutes être actives. Ici, Alex a fait une mise en place pour 3 personnes. Oui. Donc il y a eh bien 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles sur lesquelles on va jouer, on en a caché 2. Ouais. Au total, des tuiles dans la boîte, il y en a 12, donc d'une partie sur l'autre, vous n'aurez pas les mêmes tuiles, elles ne vont pas être agencées, orientées de la même manière, donc autant vous dire que la rejouabilité, c'est absolument pas la problématique de ce jeu. C'est un jeu dans lequel il va falloir faire des majorités pour obtenir des zones qui sont nommées des jardins, donc qui sont dans ces différentes tuiles. Par exemple, ici nous avons cette tuile, sur laquelle nous avons 2 jardins, donc des petits L qui font 4 cases. Le nombre de cases ça va être très important puisqu'en fait c'est le nombre de points de victoire, ça va vous rapporter si vous êtes majoritaire dessus. Oui. Et les petits bassins. Et les bassins aussi ça va être très important parce que ça donne des multiplicateurs. Alors comment ça se joue? Eh bien donc là on a fait une mise en place pour 3 personnes. On voit ici qu'on a le premier joueur qui a 2 pierres comme ceci, oui. Deuxième joueur une pierre, troisième joueur tant pis pour toi. Quand c'est mon tour, admettons je suis joueur bleu, je vais choisir l'une de mes pierres. Donc vous les voyez ici, ces pierres elles sont numérotées de 1 à 9, elles sont double face. Hop là, par exemple derrière le 2 j'ai le 8, pourquoi? Parce que eh bien, la valeur cumulée des 2 faces d'une petite pierre, ça fait toujours 10. Et moi quand je joue une pierre, je peux choisir de la jouer dans un sens ou dans l'autre. Alors en début de partie, on va avoir des emplacements sur lesquels on va devoir démarrer, donc bah, hop là je suis joueur bleu, donc je vais me mettre, eh bien ici admettons, je peux me mettre sur la phase 2, je peux me mettre sur la phase 8, on va dire que je suis sage, je me mets sur la phase 2, je peux mettre sur on a fait notre 5. Mise en place, on va dire que... Exactement, tout à fait. Et on va dire que eh bien, le joueur blanc se met par ici, voilà. À partir de ce moment-là, on va donc jouer chacun notre tour toujours, on pourra se placer, pas n'importe où, on pourra se placer de manière orthogonale par rapport à là où on s'est déjà placé, donc en gros vous allez créer des axes à partir desquels vous allez pouvoir poser à nouveau, mais il faudra respecter des règles de pose évidemment. Règles de pose, eh bien on ne peut pas avoir la même valeur de manière orthogonale, donc eh bien, dans la longueur ou la largeur on ne peut pas avoir la même valeur, donc si quelqu'un met un 3, plus personne ne pourra mettre un 3, et dans le même jardin également. Exactement, c'est ça, même jardin, même ligne, même colonne, pas de chiffre identique. Jouer chacun notre tour. Optionnel, à mon tour, je peux utiliser la petite pierre. Oui. Une fois que j'ai fait mon tour, hein, donc j'ai posé mon petit galet, techniquement ça s'appelle un galet ceci, et je peux poser donc une pierre pour aller bloquer un emplacement. Et là, la pierre, je la mets où je veux, jusqu'à qu'on complète le plateau. Et en fait, bah, là, ça va être un jeu de majorité. Et donc, on va regarder par zone eh bien, qui est majoritaire. Donc, on va compter les valeurs sur les jetons. Donc les valeurs sont très importantes. Si j'ai une valeur plus élevée que les autres joueurs, d'ailleurs je peux être tout seul hein, sur un jardin, ce jardin m'appartient, il va me rapporter autant de points que le nombre de cases dans ce jardin. Mais il y a aussi les petits bassins avec les petites koi, les petites carpes. Comment est-ce qu'on va regarder ces petites carpes en fin de partie? Eh bien vous allez pouvoir gagner le jeton de carpe, comme vous voyez ce sont des petits jetons comme ceci, de multiplicateurs x2. Eh bien, on va additionner les valeurs de tous les joueurs autour de chacune des carpes, et c'est le joueur qui a la valeur cumulée la plus faible qui va récupérer les carpes. D'où l'intérêt de poser des galets de valeur faible, parce que vous allez récupérer ce multiplicateur de x2, et lors du comptage de points, bah, vous dites, ok, bah, cette zone qui fait par exemple 4 cases, je mets un x2 dessus, attention, il faut qu'il y ait de la place pour la mettre, et ça me fait 8 points. Je crois qu'on a fait quasiment toutes les règles. En fait, je pense qu'on a fait toutes les règles.
Parce que Oui. ce jeu brille par sa simplicité. On est sur un jeu abstrait qui possède les vraies qualités d'un jeu abstrait. Tu es d'accord avec moi, Alex? Tout à fait. Les règles faciles à aborder. Oui. En fait, pour illustrer ce que tu racontes ici, là, le joueur rouge récupère ces 2 bassins-là. Exactement, Ok. tout Et à donc, fait. en fait, on le voit derrière, hein, quand vous dites, le bassin, il fait combien? Bon, vous le retournez, ça fait C'est x2. toujours un x2. Et ça, je pense que c'est le... En fait, les 2 gros points, je pense, de ce jeu-là, c'est son accessibilité en termes de règles, Complètement. et surtout son thème qui ajoute, bizarrement, de la lisibilité, en fait, sur le plateau. Ouais, clairement. Ça, c'est assez cool, parce qu'en fait, on garde l'univers, mais en même temps, en fait, c'est hyper lisible, ne serait-ce que sur les territoires, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, plus le territoire, on va dire, est petit, plus il est clair. Par exemple, ça vaut 4 points, bon, c'est blanc. Ça vaut 5 points, donc déjà, ça vaut plus, et donc du coup il est légèrement un peu plus jaune, et celui-là aussi d'ailleurs vaut 6 points, et donc du coup il est encore beaucoup plus jaune, et donc visuellement d'un seul coup on sait ce qui est important à prendre en termes de majorité, mais en même temps, comme tu as dit, hein, les valeurs les plus faibles récupèrent les coins, donc il y a des gros dilemmes qui se créent, et ça c'est automatique, et c'est souvent le cas de ce qu'on dit en général dans un bon jeu. On faisait la comparaison notamment avec Next Station, dès le premier trait tracé, Par exemple. on a le plaisir de faire quelque chose d'intéressant, et là on se place, on se dit ok, j'ai moyen de faire ci, là je mets une grosse valeur pour la majorité, si ce met là je prendrai la coille, etc. Donc c'est immédiat en termes de sensation de jeu, et surtout le visuel je trouve qui n'enlève rien, et au contraire qui rajoute magnifique. de la clarté. Magnifique travail d'édition, donc c'est édité par Funny Fox. Funny Fox, franchement, qui a fait un magnifique boulot là-dessus. C'est gadget, mais je le dis quand même, la boîte est super épaisse, elle est costaud, elle est imprimée à l'intérieur. Gadget, On sent pas que pour nous, hein, franchement. c'est juste au boutiste dans l'édition. Oui. Et c'est tant mieux parce qu'on sent que ce jeu, ils l'ont choyé, ils ont voulu le porter jusqu'au bout, ils ont bien fait parce que moi, je pense que ça va régaler les joueurs de jeux abstraits. Et Funny Fox, si je dis pas de bêtises, en termes d'édition, c'était Dinner in Paris. Exactement. Ah ouais, donc Ouais. C'est plutôt les bons jeux en général, bien édités en plus de ça. Un jeu donc qui fonctionnera super bien à 2. Nous on y a joué principalement à 2. Donc comme tout jeu abstrait ça marche bien à 2. Et donc on peut jouer à 4. Alors on n'a pas joué à 4. Non. Je pense que ça doit complètement changer l'expérience de jeu parce que peut-être un peu moins calculatoire, mais un peu plus opportuniste aussi. Ouais. C'est des plaisirs de jeu différents en fait. Je pense, ouais. Je pense que ça doit être non pas chaotique, mais on doit quand même pas mal faire sa pleureuse en disant vas-y, lui là, il a la majorité, laisse-moi la coille, je fais x2 sur du x2, enfin voilà quoi. Je pense et il y a moyen de faire des gros cadeaux aux 3 autres joueurs en faisant des grosses bêtises, il y a vraiment moyen, donc il faut quand même rester très attentif à ce que l'on fait. Ouais. Et puis allez, pour terminer, le petit bloc de score. Alors le score il est super facile à compter, et en même temps, vous avez le petit bloc, il est super épais, on peut compter pas mal de parties dessus. Voilà, donc jusqu'au boutiste dans l'édition. Et donc bravo pour ce petit Heroba qui va arriver là. C'est une histoire de semaine, ça va arriver en septembre. Je dirais 1 à 2 semaines, plutôt une. Si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, c'est déjà sorti il y a 5 ans. Est-ce qu'on a fait le tour de Heroba? Je pense, ouais. Mais après, s'il y a des choses à rajouter, dites-le nous en commentaire. Hein. Peut-être qu'on a oublié un truc, qu'on s'en est pas rendu compte, que vous voulez montrer que ce jeu, vous l'attendez avec impatience, comme nous. Donc voilà. On arrive à la fin de ce focus. Yes. Et on vous dit à bientôt Chez GG des cartes Bordeaux. Bye.